Bonjour, c'est la reprise, c'est la fin des vacances, je suis content de vous retrouver et on va reprendre cette tradition des vidéos du lundi suite aux questions que vous posez. Et aujourd'hui, je vais traiter du cas de la Biélorussie puisque vous avez été nombreux à poser la question de ce qui se passe en Biélorussie et bien sûr aussi des conséquences par rapport à ce que peut faire Poutine et le grand et voisin russe. Alors en Biélorussie, Loukachenko est au pouvoir depuis 26 ans. Il pensait que c'était un peu éternel. Alors on parle souvent, c'est l'une des dernières dictatures d'Europe, parce que quand on est au pouvoir depuis 26 ans, on peut penser quand même qu'il y a une faille dans le jeu démocratique, quelle que soit la popularité d'un dirigeant. Et en tous les cas, Loukachenko qui pensait de nouveau faire des élections un petit peu truquées, dans lesquelles il n'y ait pas de contestation, parce que les gens ont peur, parce qu'ils ne cèdent pas, ils ne laissent pas de la place à l'opposition. Eh bien finalement, cette élection présidentielle qui devait être un grand succès pour lui s'est avérée avoir un effet boomerang et être un échec fantastique. Alors oui, il a été élu avec 80% des voix. C'est vrai que lorsque on emprisonne les principaux candidats d'opposition, eh bien c'est plus facile de gagner les élections. Ce que Loukachenko n'avait pas prévu, c'est que la femme de son principal opposant prenne le flambeau et que même si elle dit elle-même qu'elle n'était pas préparée à la vie politique, ce n'est pas ce qu'elle voulait faire, eh bien en fait le rejet de Loukachenko est tel qu'elle a incarné l'opposition et qu'on a bien vu que une fois que les élections très manifestement avec les urnes bourrées ont donné la victoire à Loukachenko, eh bien la contestation a eu lieu dans la rue. Et là on a le scénario classique d'un pouvoir qui est mis en cause et qui dit c'est la faute de l'étranger. C'est la faute de l'étranger, c'est un complot contre l'indépendance de la Biélorussie et c'est bien sûr les Américains, l'OTAN, etc. Sauf que l'opposition, elle vient du peuple et que les Américains, l'OTAN n'y sont pour rien. C'est qu'il y a l'usure du pouvoir et puis surtout la situation économique qui s'est dégradée. Et donc on peut dire que l'autoritarisme de Loukachenko a été supporté quelque temps, qu'il devenait fatigant, mais que quand en plus les résultats économiques ne sont pas là, eh bien la population se rebiffe, se révolte et fait entendre sa voix, surtout que les nouvelles circulent et que les Biélorusses savent très bien quelle est la nature de ce régime. Alors, que peut faire Loukachenko maintenant ? Eh bien, on voit bien qu'il joue sur l'arme de la menace de la répression. Il apparaît avec une mitraillette à la télévision pour faire craindre une répression de masse. Il y a déjà une répression ciblée. De nombreux opposants ont été emprisonnés. Il y a eu des tortures, il y a eu des violences qui sont faites contre les manifestants. Et Loukachenko peut soit jouer sur l'usure en disant les gens vont se lasser au fur et à mesure, ou sur la menace d'une répression de masse. Sur l'usure, il n'est pas certain que ça fonctionne, puisque finalement, une fois que la parole a été libérée, une fois que les gens qui avaient peur se rendent compte qu'ils peuvent manifester, eh bien finalement l'opposition est galvanisée. La peur a changé de camp. C'est maintenant le régime qui a peur, ce n'est plus la population. Et donc, je ne ferai pas le pari que l'usure soit là, et je pense au contraire que semaine après semaine, les manifestants vont continuer. Alors il y a bien sûr le spectre de la répression de masse, comme ça s'est passé en Syrie. Et il y a effectivement, on ne peut pas l'exclure malheureusement, le fait que pour se maintenir au pouvoir, Loukachenko choisisse une répression de masse dans un bain de sang, même si on peut penser qu'il est quand même difficile de le faire en Europe, que les yeux sont braqués sur lui et que là, il s'isolerait totalement et que même pour Poutine, ça serait difficile. Comment réagit le grand frère russe ? Loukachenko avait voulu prendre un peu de liberté par rapport à la Russie pour flatter sa population. Il avait critiqué Poutine, critiqué la Russie. Là, bien sûr, c'est sa seule porte de secours. Alors, Poutine n'aime pas le changement. Mais Poutine, il aime bien que les régimes restent en place, surtout s'ils sont proches de lui. Et donc, de toute façon, il voit effectivement le maintien au pouvoir de Loukachenko comme un avantage. Mais en même temps, par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine, il ne veut pas perdre la Biélorussie. Et pour l'instant, les manifestations de la population biélorussie ne sont pas anti-russes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas trop que l'OTAN s'en mêle. Et donc Poutine doit faire un choix. Quel type de continuité veut-il jouer ? Est-ce qu'il joue une continuité de la relation entre Minsk et Moscou ? Et donc en acceptant qu'un nouveau pouvoir se mette en place, que Loukachenko soit balayé, à condition que le nouveau pouvoir à Minsk soit toujours proche de Moscou, et la population biélorusse est moins partagée en Ukraine. Il y a vraiment, avant 2014, il y avait ceux qui étaient proches de la Russie, ceux qui étaient proches du monde occidental. Aujourd'hui, c'est différent. Mais en Biélorussie,
il n'y a pas ce partage. Les gens sont profondément proches de la Russie. Et donc Poutine peut peut-être jouer cela, ou il peut vouloir à tout prix maintenir Loukachenko. On parle d'une force de police qui pourrait aller là-bas, mais ça se retournerait contre Poutine, il se mettrait à dos la population de la Biélorussie, et ça serait contre-productif pour lui. Donc il va tenter de faire le maximum pour aider Loukachenko, mais il prendrait un risque. Alors peut-être qu'il n'a plus la main, peut-être qu'il est moins performant qu'auparavant, mais en tous les cas, s'il défendait bec et ongles Loukachenko contre la vie de la population, eh bien, il prendrait le risque de transformer une révolution démocratique en mouvement anti-russe. Et là, c'est un risque peut-être qu'il n'a pas intérêt à courir. Mais parfois, les dirigeants vont à l'encontre de leurs propres intérêts par manque de pertinence, par manque de lucidité. On a bien vu avec l'affaire Navalny. Navalny, alors beaucoup pensent que Poutine est derrière. Poutine n'aurait pas forcément d'état d'âme par rapport à Navalny, qui est l'un des plus sûrs opposants à Poutine, a eu des bâtons dans les roues, il a été emprisonné, il y a eu des procès politiques contre lui. Mais là, en fait, est-ce que c'est Poutine qui est derrière son empoisonnement? Il s'agit très clairement d'un empoisonnement. Ça ne joue pas en sa faveur. Mais à la limite, c'est encore plus grave, parce que si quelqu'un d'autre a voulu empoisonner Navalny, ça veut dire qu'il n'a pas peur de Poutine, parce qu'il met Poutine en difficulté, et que là on voit bien que c'est quelque chose où finalement ça veut dire que Poutine ne contrôle pas tout ce qui se passe en Russie, et que quelqu'un a pu prendre le risque d'aller contre lui, si ce n'est pas lui qui est derrière lui, et le mettre en difficulté, et c'est un petit peu embêtant pour Poutine. Dernier point quand même, là il y a un autre opposant, Yegor Zhukov, qui a été tabassé en rentrant chez lui auprès de Moscou, donc c'est extrêmement gênant, c'est extrêmement problématique et critique. Et donc effectivement, il y a des violences politiques contre les opposants en Russie qu'il faut continuer à condamner et à mettre en avant.